Et c'est le moment de retrouver notre panel d'analystes pour faire le point sur cette rentrée parlementaire. Jérémy Gillot, Rodolphe Hosny, Christina Michaud et Farouk Karim. Bonsoir à vous quatre et merci d'être de retour avec nous. Bonsoir, bonsoir. Donc, annulation de la taxe carbone pour les consommateurs, une ligne plus dure sur l'immigration, possible réforme de la libération conditionnelle. Mark Carney mange carrément le lunch de Pierre Poilievre en étant plus à droite que Justin Trudeau, selon plusieurs analystes. Jérémy, est-ce que M. Carney risque quand même de s'aliéner l'aile progressiste de son caucus? C'est sûr que oui. Et puis à ça, vous pouvez aussi ajouter le fait qu'il a aboli la taxe sur les services numériques. Vous pouvez aussi ajouter à ça qu'il contourne, voire même annule toutes les dispositions environnementales pour les projets dont ces ministres vont juger qu'ils sont d'intérêt national. C'est sûr que le caucus vert environnement, les gens qui étaient au NPD, qui se sont ralliés avec les libéraux, vont grincer des dents depuis le début. Bon, ils vont donner la chance aux coureurs, mais on n'a pas l'impression de voir un premier ministre très progressiste. Alors que plusieurs électeurs du NPD se sont rangés derrière Mark Carney et plusieurs électeurs, même bloqués, se sont pincés le nez pour dire « je vais voter libéral ». Et là, ce qu'on voit, c'est plutôt un premier ministre un peu mauve, un mélange de rouge et de bleu plus que de rouge et d'orange comme on a eu dans le passé. Donc, c'est sûr que ça peut faire grincer des dents à quelques personnes. Et Rodolphe, M. Carney s'est vendu comme gestionnaire chevronné. S'il met sur la table un déficit autour de 100 milliards de dollars, pensez-vous qu'il y aura un prix politique à payer? Bien, j'espère que oui. J'espère qu'il y aura un prix politique à payer. L'importance des finances publiques, on ne peut pas comme ça continuer à avoir des déficits sur déficits. Moi, je me souviens d'un gouvernement Trudeau qui disait on a besoin d'un ancrage fiscal. Aujourd'hui, même le directeur parlementaire par intérim est incapable de dire si ce gouvernement a un ancrage fiscal. Donc, ça veut dire qu'il va falloir, je sais que le gouvernement va essayer d'utiliser de la créativité et dire que tout était un investissement et pas des dépenses. Mais en tout cas, pour les agences de notation, il y a revenus et dépenses et on ne peut pas comme ça avoir un déficit de 100 milliards sans justification. Et Christina, en ce qui concerne le Bloc québécois, Yves-François Blanchet prévient qu'il appuierait difficilement un budget qui hypothèque les générations futures. Mais qu'est-ce qui pourrait arracher un oui du Bloc? À ce stade-ci, c'est très peu probable qu'on ait un oui du Bloc québécois pour l'adoption du budget. Et c'est pas par mauvaise foi. Le Bloc québécois est toujours assez transparent dans ces exercices financiers-là. Si c'est bon pour le Québec, il vote pour. Si c'est mauvais pour le Québec, il vote contre. La hauteur du déficit est difficilement avalable. Aussi, le fait que c'est assez clair qu'on n'atteindra pas nos cibles de réduction des gaz à effet de serre qu'on s'était fixés pour 2030. Ça passe moins bien pour le Bloc québécois qui suit toujours un peu les intérêts du Québec. Et les citoyens du Québec veulent en faire plus pour la lutte au changement climatique, alors de voir qu'il y a de moins en moins de politique environnementale du gouvernement Carney, ben ça refroidit les gens. Alors, il est très peu probable que le Bloc québécois dise oui à un budget s'il n'y a pas de mesures pour le soutien aux aînés, par exemple, pas d'augmentation de la sécurité de la vieillesse, pas de réforme de l'assurance-emploi, ce genre de choses que le Bloc québécois martèle depuis plusieurs années, les transferts en santé notamment. Alors, je vois mal comment il pourrait dire oui à un budget comme ça. Mm-hmm. Et en ce qui concerne le NPD, Farouk, évidemment, il se trouve dans une position un peu plus difficile que par le passé. Croyez-vous qu'il sera encore la bouée des sauvetages, la bouée de sauvetage, pardon, des libéraux? Oui, ça va être difficile. Ils ont joué dans ce film-là pendant plusieurs années avec un résultat laborieux aux dernières élections. Pour la bouée de sauvetage, je crois qu'ils la cherchent eux-mêmes pour eux-mêmes en ce moment. Avant de sauver quelqu'un d'autre, je crois qu'ils se concentrent sur leur propre parti. En même temps, avec la liste que Jérémy a faite et la liste que Christina a faite des priorités progressistes qui ont été laissées tomber par ce gouvernement, je vois mal comment les 7 députés du NPD pourraient appuyer ce budget-là, d'autant plus que la fonction publique risque d'être coupée massivement et les syndicats de la fonction publique risquent de taper du pied. Écoutez, avec ce que Jérémy dit, avec ce que Rudolph dit, est-ce que Christina dit, est-ce que ça veut dire qu'on aurait des élections? Je ne dis pas ça. Il est possible que plusieurs vont prendre une marche pendant le vote. On verra bien. Parlons maintenant de la... S'abstenir aussi, c'est une stratégie pour ne pas appuyer un budget. C'est vrai, c'est vrai. On verra bien comment ça va évoluer. S'absenter de la Chambre ou s'abstenir, bon voilà, c'est ça. Parlons maintenant de la contestation de la loi 21 par Ottawa. Le gouvernement Carney dit s'attaquer à l'usage de la disposition de dérogation, non pas à la laïcité. Jérémy, est-ce que c'est une tactique quand même risquée pour M. Carney au Québec comme dans les autres provinces?
Il n'y a personne ici autour de la table qui va tomber en bas de sa chaise de voir les libéraux adopter une stratégie comme celle-là. C'est ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire pendant la campagne électorale et c'est ce qu'ils font en ce moment. En même temps, d'élargir le débat à l'utilisation de la clause dérogatoire de façon préemptive, c'est aussi judicieux comme approche. Parce que ce qu'on dit dans le fond au gouvernement du Québec, adoptez votre loi sur la laïcité, mais faites-la subir les tests des tribunaux et une fois que vous savez si oui ou non ça répond aux différentes chartes, incluant celle du Québec, là, appliquer votre clause dérogatoire qui est dans tous les droits du gouvernement du Québec, mais soyez transparent avec les citoyens québécois et canadiens et faites en sorte que votre projet de loi suive le test et subisse le test des tribunaux. Si c'est le cas, bien, si ce n'est pas le cas, si ça ne réussit pas ce test-là, bien, dites-le aux gens à place d'utiliser ce mécanisme-là qui permet à tout projet de loi décidé par les politiciens complètement de se déroger à l'obligation des chartes et des droits. Rodolphe, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que M. Carney évite une épine? Non, moi je pense que c'est encore plus dangereux ce qu'il fait comme stratégie parce que c'est dans la Constitution, c'est le pouvoir des provinces. Si M. Carney veut comme ça réécrire la Constitution, ben, qu'il appelle tous ses amis des premiers ministres provinciaux et qu'il convoque une réunion concernant la Constitution. Mais écoutez, c'est dans la Constitution, la clause dérogatoire, c'est l'équilibre qu'on a entre les provinces et le fédéral. Et ce n'est pas aux juges de la Cour suprême. On a un gouvernement, on a des gouvernements, des assemblées nationales qui sont par des élus. Et vous savez quoi? La clause dérogatoire, elle est tellement bien faite que tous les 5 ans, elle doit être renouvelée. Donc, si un gouvernement n'agit pas de façon correcte, ben, il y a un retour aux urnes et on peut changer de gouvernement. Donc, ce n'est pas au gouvernement Carney et c'est surtout pas à la Cour suprême de réécrire la Constitution de 82. Ça fait partie de la Constitution. C'est un pouvoir des provinces, c'est un pouvoir des législateurs des provinces. Le gouvernement fédéral n'a pas à s'en mêler, ni la Cour suprême. Christina, Ottawa, pour sa part, soutient justement que l'usage préventif et quasi permanent de la clause, ça revient plus ou moins à modifier indirectement la Constitution. Selon vous, est-ce que c'est un argument valable, ça? Pour moi, puis Rodolphe l'a extrêmement bien résumé, là, il n'y a rien qui empêche les provinces, le Québec, d'utiliser préventivement la clause dérogatoire. Alors, c'est un peu faire indirectement ce que le gouvernement pourrait visiblement faire directement, c'est-à-dire s'attaquer au concept de laïcité que les Québécois ont choisi. Et on peut même aller plus loin que ça, c'est s'attaquer à toutes les lois québécoises et des autres provinces qui utilisent la clause dérogatoire. Alors, on peut penser évidemment à la loi 96 pour le Québec. Alors, c'est un dangereux précédent, si vous voulez mon avis, et ça mène aussi à... On dirait que le fédéral veut réduire le rapport de force que le Québec et les provinces ont avec le palier fédéral. Alors, il y a quelque chose de dérangeant là-dedans et ça dérange certainement plusieurs Québécois, puis le Bloc québécois à la Chambre des communes. Ça, c'est certain que vous les entendrez en parler. Farouk, quelle est votre analyse des impacts politiques pour M. Carney à court terme dans ce dossier? J'ai l'impression que le gouvernement, à ne pas affronter de front la question de la laïcité et utiliser la clause dérogatoire, essaie d'édulcorer un peu sa réponse pour un peu plaire au public québécois. Je n'ai pas l'impression que ça va marcher. Un peu comme Jérémy le dit, il étend sa défense sur un truc plus pan-canadien. L'utilisation de la clause dérogatoire se fait ailleurs aussi, donc il le justifie comme ça. Moi, je crois que c'est un argument très risqué à 1 an d'une élection québécoise où le Parti québécois est en tête, où il va y avoir un référendum. La clause dérogatoire permet aux fédéralistes québécois de dire aux Québécois, vous pouvez vivre votre différence à l'intérieur du cadre canadien. S'il n'y a plus de clause dérogatoire ou si elle est plus limitée, ça donne des armes énormes au mouvement souverainiste. Québec a vivement dénoncé la contestation de la loi 21 par le fédéral. Il parle d'hypocrisie. Jérémy, est-ce que ça pourrait bénéficier à François Legault, peut-être même au Parti québécois? Au Parti québécois, peut-être plus qu'à François Legault, là, à ce point-ci. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut bénéficier à François Legault dans les intentions de vote à le voir aller. Quand on parle de clause dérogatoire, personne n'est contre la clause dérogatoire. Ce que Ottawa dit en ce moment, c'est la clause dérogatoire de façon préemptive. Donc ça, c'est avant même que les lois soient soumises aux tests des tribunaux et c'est là qui est l'enjeu. Est-ce que ça peut donner un souffle au mouvement souverainiste, comme dirait Farouk? En ce moment, les sondages sont assez clairs. Plus de 60% des Québécois voteraient non à un référendum s'il avait lieu aujourd'hui. Donc, c'est pas encore assez. Et bien honnêtement, je ne sais pas si ça va donner les armes nécessaires
aux fédéralistes pour remporter la prochaine élection, ça c'est sûr et certain. Donc, il va falloir se trouver un autre cheval de bataille et ça peut aussi être un cheval de bataille que Pablo Rodriguez décide de prendre pour montrer qu'il, lui, se tient debout face à Ottawa aussi parce que M. Rodriguez, jusqu'à présent, ne nous a pas montré qu'il était capable de tenir tête à la coalition Avenir Québec et au Parti québécois. Et ça, mais c'est pas mal plus ça qui va faire la différence dans la prochaine élection au Québec que la décision d'Ottawa d'aller contester la loi, l'utilisation de la clause dérogatoire. Bon, malheureusement, il ne nous reste plus de temps, donc il va falloir qu'on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là et à la semaine prochaine. Merci. Merci, au revoir. Merci.